Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière les apparences de la vie nocturne? Derrière la musique, les rires et les enseignes lumineuses? À Cologne, au début des années 2000, derrière cette façade se cachait une chaîne de production. Une chaîne qui ne fabriquait pas de produits, mais qui transformait des vies humaines. Et c'est le clan Neko Arabaji qui dirigeait cette chaîne de montage. Leur principal atout, leur pétrole et leur or, c'étaient les femmes. Mais la manière dont ils obtenaient cet atout était le comble du cynisme et de la violence psychologique. Cela n'avait rien à voir avec les enlèvements que l'on voit dans les films. Tout était beaucoup plus subtil et effrayant. Cet homme n'est pas simplement un homme riche. C'est un fantôme, une légende, un cauchemar pour la police européenne. Il s'appelle Nejati Arabaji, ou comme tout le monde le connaît, Neko. Et tandis qu'il profite de la vie, achetant des voitures de luxe et posant pour des selfies avec ses admirateurs qui les publient sur TikTok, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international dans toute l'Union européenne. L'Espagne l'accuse d'avoir créé une organisation criminelle, d'extorsion, de trafic de drogue et de traite d'êtres humains. Mais Neko semble s'en moquer éperdument. Il est intouchable. Pour comprendre ce qui soutenait réellement le pouvoir de Neko Arabaji, il faut regarder derrière la façade brillante de son empire de clubs. L'argent qu'il gagnait grâce aux raquettes et au contrôle des videurs n'était que la partie émergée de l'iceberg. La véritable source inépuisable de sa richesse et de son pouvoir étaient les personnes. Plus précisément, les femmes. Son modèle commercial était cynique, cruel et terriblement efficace. Officiellement, cela s'appelait le proxénétisme et la traite des êtres humains sous des formes particulièrement graves, ce pourquoi il a finalement été condamné. Cependant, derrière ces termes juridiques secs, se cache une machine bien huilée, destinée à détruire des vies humaines. Tout commençait dans ces clubs dont les portes étaient contrôlées par son clan. Imaginez une jeune femme, peut-être un peu seule, peut-être venue dans la grande ville à la recherche d'une vie meilleure ou simplement pour s'amuser avec ses amis. Et voilà qu'elle attire l'attention non pas d'un simple jeune homme, mais d'un videur, un homme fort, sûr de lui, le maître de cet endroit. Il ne la menace pas, n'utilise pas la force. Au contraire, il se lie d'amitié avec elle. Il s'agissait d'un piège psychologique bien rodé, connu sous le nom de méthode Loverboy. La victime était entourée d'attention, recevait des cadeaux, on lui donnait l'illusion d'être aimée et protégée. La jeune femme commençait à croire qu'elle avait rencontré son prince charmant, un homme fort et influent qui résoudrait tous ses problèmes. Elle était introduite dans un monde où tout semblait facile et accessible. Une fois la victime complètement dépendante émotionnellement, la deuxième phase commençait. D'abord, de petits problèmes apparaissaient qui nécessitaient de l'argent pour être résolus. On demandait à la jeune femme de contribuer ou d'emprunter. Puis les demandes devenaient plus sérieuses. On pouvait lui laisser entendre que son protecteur avait de grosses dettes envers des personnes très dangereuses et que la seule façon de l'aider était de rendre service à ses amis, une seule fois. Ainsi, étape par étape, à coups de manipulation, de pression psychologique et de menaces implicites, les jeunes filles étaient entraînées dans la prostitution. Lorsqu'elles ont compris ce qui leur arrivait, il était déjà trop tard. Elles étaient sous l'emprise totale du clan, sans argent, sans soutien, souvent effrayées et brisées. Toute tentative de résistance ou de fuite était sévèrement réprimée. La liste des accusations portées contre Arabaji comprenait non seulement le proxénétisme, mais aussi des agressions et des coups et blessures. Il ne s'agissait pas simplement de prostitution de rue, c'était une véritable industrie. Arabaji et ses hommes contrôlaient tout un réseau de maisons closes dans toute la région Rhin-Ruhr. Parmi eux figuraient des établissements réputés tels que le Babylone à Elsdorf et le Viago à Leverkusen. Son influence était telle que, selon l'enquête,
Il aurait continué à diriger au moins un bordel, le Colosseum à Augsbourg, même pendant son séjour en prison. Cela ressemble à l'intrigue d'un film hollywoodien, n'est-ce pas? Cependant, il s'agit d'une histoire vraie, l'histoire d'un homme recherché par Interpol, qui est devenu une icône de style pour des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, un symbole de réussite et de pouvoir. Comment est-ce possible? Pour comprendre comment un jeune issu d'une famille d'ouvriers est devenu l'un des chefs criminels les plus influents et les plus dangereux d'Europe, il faut remonter le temps, dans une autre Allemagne, à une autre époque. Notre histoire ne commence pas dans des villas luxueuses, mais dans des baraquements exigus pour ouvriers à Cologne. Dans les années 60, l'économie de l'Allemagne de l'Ouest connaissait un véritable boom, ce qu'on a appelé le miracle économique. Les usines avaient besoin de main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre, et l'Allemagne l'a trouvée en Turquie. Un accord a été signé et des centaines de milliers d'hommes et de femmes turcs sont partis dans un pays étranger pour gagner leur vie. On les appelait les Gastarbeiters, les travailleurs invités. Ils étaient censés venir travailler quelques années, puis rentrer chez eux. Mais la réalité était tout autre. Le travail était pénible, sale, mal payé, sur les chaînes de montage, sur les chantiers, là où les Allemands eux-mêmes ne voulaient plus travailler. Par exemple, des milliers de travailleurs turcs travaillaient dans les usines Ford à Cologne. Ils vivaient souvent isolés, dans des foyers près des usines, sans connaître la langue et sans possibilité de l'apprendre, car ils n'avaient ni le temps ni l'énergie pour cela. Personne ne pensait à leur intégration, car ils n'étaient que des invités. Mais beaucoup sont restés. Ils ont fait venir leurs familles, ont eu des enfants. Et dans les années 80, l'opinion publique allemande a commencé à changer. L'accueil chaleureux n'était plus au rendez-vous. Les communautés turques ont été qualifiées de sociétés parallèles, accusées de ne pas vouloir s'intégrer et de vivre selon leurs propres lois. La xénophobie et l'hostilité ont fait leur apparition. Imaginez la vie des enfants de ces invités. Ils sont nés et ont grandi en Allemagne, ils parlaient mieux l'allemand que le turc. Mais pour les Allemands, ils restaient des Turcs, des étrangers. Et lorsqu'ils rentraient en vacances dans le pays natal de leurs parents, en Turquie, ils étaient considérés comme des Allemands. Ils se retrouvaient entre deux mondes, n'appartenant pleinement à aucun d'entre eux. Leurs parents croyaient au travail honnête, au fait qu'en travaillant beaucoup et avec acharnement, on pouvait se garantir une vie décente. Cependant, leurs enfants voyaient autre chose. Leurs pères et leurs mères se tuaient à la tâche dans les usines pour un salaire dérisoire, mais ne parvenaient pas à s'intégrer dans ce pays, ne gagnaient ni richesse ni véritable respect. C'est dans ce monde, à la croisée de deux cultures, dans une atmosphère d'aliénation et d'hostilité cachée, que le 14 février 1972, un garçon naît à Cologne. Son nom complet est Coşkun Nejat Arabaji. Dans les documents officiels, sa profession sera plus tard indiquée comme marchand de fruits et légumes. Cependant, il choisira une voie très différente. Une voie qui, selon lui apporterait ce que ses parents n'avaient pas. Non seulement de l'argent, mais aussi le pouvoir et le respect, même s'ils étaient obtenus par la peur. Il ne voulait pas se conformer aux règles d'une société qui, selon lui, le rejetait. Il a décidé de créer ses propres règles. Comment un jeune homme ordinaire du quartier turc de Cologne a-t-il pu devenir l'un des chefs des Anges de l'Enfer et se voir attribuer le surnom de parrain de Cologne? Comment a commencé son ascension sanglante? Dans les années 90, Cologne, comme beaucoup de grandes villes, avait une vie nocturne animée. Le quartier appelé Kölner Ring était le centre d'attraction avec des dizaines de bars, de discothèques et de clubs. Des milliers de personnes, une grande quantité d'alcool et beaucoup d'argent. Le jeune Neko Arabaji a compris une chose simple mais géniale. Celui qui contrôle les portes des clubs contrôle tout ce qui se passe à l'intérieur et autour.
Il n'a pas commencé par des vols ou le trafic de drogue. Son premier pas vers le pouvoir a été de prendre le contrôle des services de sécurité, des videurs. Avec son clan Arabaji, il a commencé à mettre un club après l'autre sous sa coupe. Les propriétaires des établissements n'avaient tout simplement pas le choix. Soit vos portes étaient gardées par les hommes de Neko, soit votre club commençait à avoir des problèmes, bagarres, plaintes, démêlés avec la police. Ce n'était pas simplement du racket de rue, c'était un plan d'affaires bien ficelé. Mais pour devenir un véritable roi, il fallait une couronne. Et Neko l'a trouvé. Il a rejoint les rangs du club de motards le plus célèbre et le plus redouté au monde, les Hells Angels MC. C'était un coup de génie. L'écusson des anges de l'enfer dans le dos n'est pas simplement un morceau de tissu. C'est une marque qui inspire la crainte. C'est une structure toute faite, une hiérarchie et une armée de combattants à travers tout le pays. Désormais, Neko n'avait plus derrière lui une simple bande de Turcs de Cologne, mais une organisation internationale réputée pour sa force impitoyable. Il avait tout, les muscles, la structure et la crainte qu'il pouvait vendre. Cependant, son empire gagnait son argent véritable, et ça l'ailleurs, sur les femmes. Le proxénétisme et la traite des êtres humains sont devenus la mine d'or du clan Arabaji. C'est là que toute sa cruauté et son calcul se sont révélés. Le système était d'une simplicité et d'un cynisme diabolique. Ces hommes de main, postés à l'entrée des clubs les plus branchés, faisaient la connaissance de jeunes filles, souvent naïves ou seules. Ils ne les menaçaient pas et ne les attrapaient pas de force. Ils se liaient d'amitié avec elles. Son réseau s'étendait bien au-delà de Cologne. Il contrôlait des maisons closes dans toute la région Rhin-Ruhr, y compris le célèbre Babylone à Elsdorf et le Viago à Leverkusen. Son influence s'étendait même jusqu'à Majorque, où il était également impliqué dans le commerce du sexe. Il s'agissait d'une organisation criminelle internationale bien structurée, spécialisée dans l'exploitation des personnes. Cependant, Neko n'avait pas l'intention de se contenter d'être le principal proxénète de Cologne. Ses ambitions étaient bien plus grandes. La liste des accusations qui lui seront plus tard retenues se lit comme une encyclopédie du code pénal. Extorsion armée, racket, agression, détention illégale d'armes. Son clan a commencé à exploiter non seulement les clubs, mais aussi d'autres entreprises, étendant son pouvoir et sa peur dans toute la région, jusqu'à Francfort et aux villes industrielles de la Ruhr. Il était si audacieux et ambitieux qu'il a même défié la vieille garde au sein même des Angels of Hell. À un moment donné, une scission s'est produite au sein de la section allemande du club. D'un côté, il y avait les traditionalistes, les anciens motards, et de l'autre, les jeunes et sauvages, principalement des migrants fidèles à Neko Arabaji. Cela a donné lieu à des bagarres et des fusillades entre frères du club. Neko constituait sa propre armée au sein de l'armée, se préparant à devenir le numéro 1. Il était prêt à tout pour s'emparer du pouvoir, et très vite, il eut l'occasion de le prouver de la manière la plus effroyable qui soit. L'empire de Neko Arabaji, fondé sur la peur et la violence, semblait inébranlable. Il était le roi de la nuit à Cologne, et personne n'osait le contrarier. Cependant, tout prédateur a tôt ou tard son chasseur. Ce chasseur était le procureur général de la ville de Cologne, Jürgen Botzem. Botzem n'était pas un simple employé de bureau. C'était un enquêteur expérimenté et tenace, déterminé à débarrasser sa ville du pouvoir du clan Arabaji. Lui et son équipe ont passé des mois à rassembler des preuves, à interroger des témoins et à mettre des écoutes. C'était un véritable jeu du chat et de la souris, où l'enjeu était le contrôle de toute une ville. Pour Botzem, ce n'était pas seulement un travail, c'était devenu une affaire personnelle. Et puis, en 2002, l'étau s'est resserré. La police était prête à frapper.
Au cours d'une opération spéciale de grande envergure menée personnellement par le procureur Botsem, Neko Arabadji a été arrêté. Des dizaines de commandos d'élite, des perquisitions dans des maisons closes et des appartements. Tout semblait fini. Le parrain de Cologne était enfin entre les mains de la justice. Il a été envoyé dans la prison de Bochum en attendant son procès. Cependant, si vous pensez qu'une fois derrière les barreaux, Neko est devenu un prisonnier docile, vous vous trompez lourdement. Pour lui, la prison n'était qu'un bureau temporaire. Son réseau criminel était si solide qu'il continuait à fonctionner sans lui. Selon certaines informations, il aurait même continué à diriger au moins l'un de ses bordels, le Colisée, dans la ville d'Augsbourg, depuis sa cellule. Il restait le patron. Ses ordres étaient toujours exécutés sans discussion. Mais se contenter de diriger ses affaires depuis la prison ne lui suffisait pas. Il savait que le procureur Botz avait réuni des preuves irréfutables contre lui. Une longue peine l'attendait. C'est alors que Neko Arabadji a commis l'acte le plus audacieux et le plus effrayant de sa carrière. Il a décidé de ne pas se contenter de se défendre devant le tribunal. Il a décidé d'éliminer la principale menace. Pour de bon, la police, qui ne faisait pas confiance à Arabadji, a installé un dispositif d'écoute dans la salle des visites de la prison. Ce qu'ils ont entendu sur les enregistrements les a fait frémir. Neko Arabadji, depuis derrière les barreaux, planifiait l'assassinat du principal témoin à charge, le procureur Jürgen Botsem. Ce n'était pas une menace en l'air. Le plan était minutieusement élaboré. Arabadji avait engagé un tueur albanais de Duisbourg pour l'exécuter. C'était un coup calculé et stratégique. En éliminant Botsem, il ne se vengeait pas seulement. Il décapitait toute l'enquête. Il envoyait un message à l'ensemble du système judiciaire. Quiconque se mettrait en travers de son chemin le paierait de sa vie. C'était une démonstration de force depuis une position apparemment très faible, celle d'une cellule de prison. La menace était si réelle que les autorités ont réagi immédiatement. Le procureur Jürgen Botsem a été placé sous protection rapprochée et a reçu des gardes du corps. L'homme qui traquait un monstre était désormais lui-même devenu une cible. Ce n'était plus une guerre de gang pour le contrôle des rues. C'était une guerre ouverte entre un homme et tout l'État. Et maintenant, la question principale restait: qui l'emporterait? D'un côté, il y avait une montagne de preuves, des témoignages et un complot audacieux visant à assassiner le procureur. De l'autre, l'un des criminels les plus dangereux d'Allemagne. Le système judiciaire devait mettre un point final à cette histoire. Et il l'a fait. Il a même mis 2 points. Mais ces points se sont avérés être complètement différents. Le premier procès s'est terminé le 30 septembre 2004. Confronté à des preuves irréfutables, Neko Arabadji a reconnu sa culpabilité. Il a été condamné pour direction d'une organisation criminelle, extorsion, proxénétisme et traite d'êtres humains. La peine, 9 ans de prison. Pour le parquet et la police, c'était une victoire retentissante. Le parrain de Cologne était vaincu et envoyé derrière les barreaux pour longtemps. Cependant, il restait une deuxième affaire, la plus importante, celle du complot visant à assassiner Jürgen Botsem. Ici, la principale preuve était constituée par les enregistrements des conversations téléphoniques dans la salle des visites de la prison. Et c'est là qu'une erreur fatale a été découverte. Au cours du procès, il est apparu que les transcriptions des conversations contenaient une erreur de traduction critique du turc vers l'allemand. Une seule erreur, une seule imprécision. Mais dans le monde juridique, cela s'est avéré suffisant. La preuve sur laquelle reposait toute l'accusation a été jugée irrecevable. Le résultat est stupéfiant. Neko Arabadji a été entièrement acquitté des accusations de préparation du meurtre du procureur. Le système judiciaire, lié par ses propres règles strictes, s'est révélé impuissant. La vérité juridique s'est écartée de la vérité réelle. Les conséquences de cet acquittement ont été terribles.
En 2007, après avoir purgé une partie de sa peine de 9 ans, Neko Arabadji a été libéré. Il a été immédiatement expulsé vers la Turquie avec une interdiction à vie de revenir en Allemagne. Au moment même où l'avion transportant Arabadji décollait, le procureur Jürgen Botz, l'homme qui l'avait fait condamner, faisait ses valises. Il fuyait l'Allemagne. L'homme qui incarnait l'État ne croyait pas que cet État serait capable de le protéger. Sa fuite en disait plus long sur le danger réel qui pesait sur Arabadji que n'importe quel verdict judiciaire. Pour l'Allemagne, l'histoire de Neko était terminée. Mais pour Neko lui-même, elle ne faisait que commencer. Il a atterri en Turquie, le pays dont il est citoyen. Et selon les lois turques, comme celles de nombreux autres pays, dont l'Allemagne, les citoyens ne sont pas extradés vers d'autres États. Il s'est retrouvé dans un havre sûr, hors d'atteinte de la justice européenne, et il ne s'est pas enfoncé. Au contraire, sa carrière a pris son envol. Dès 2010, il participe à une réunion internationale des chefs des Hells Angels, dans la ville turque d'Izmir. Il y est nommé président d'une nouvelle division puissante, créée spécialement pour lui, les Hells Angels MC Nomads Turkey. L'exilé est devenu roi. Et en 2013, il a eu la chance de devenir empereur. En Espagne, au cours d'une opération policière de grande envergure, Frank Hennebutt, le chef de longue date des Angels of Hell, allemands et européens, a été arrêté. Un vide au pouvoir s'est alors créé. Tous les regards des forces de l'ordre européennes se tournent alors vers la Turquie, où, depuis son refuge, Neko Arabadji, ambitieux, impitoyable et désormais totalement invulnérable, se prépare à devenir le nouveau chef officieux de tout le réseau européen des Hells Angels. Et nous revoilà à notre point de départ. En 2015, l'Espagne a finalement émis le mandat d'arrêt européen contre Neko. Cependant, ce mandat n'est qu'un bout de papier. Arabadji a été arrêté à plusieurs reprises en Turquie, mais il a chaque fois été rapidement relâché, faute de preuves. Il semble que son influence y soit également très grande. Aujourd'hui, il est l'incarnation même de l'échec du système judiciaire international. Il a trouvé une faille, un point faible dans un monde globalisé où les lois nationales priment sur les mandats internationaux. Il a démontré qu'il était possible d'être un criminel condamné, recherché pour meurtre, tout en étant libre, riche et célèbre. Il est le parrain de Cologne, chassé de son royaume. Cependant, il a construit un nouvel empire d'où il continue de tirer les ficelles. Il est un fantôme qui apparaît tantôt à Monaco, tantôt à Zurich dans sa Rolls-Royce, rappelant au monde son existence et son impunité. Son histoire donne à réfléchir. Qu'est-ce que la justice dans un monde où les frontières sont un bouclier pour les criminels et un obstacle pour la loi? Et que cela dit-il de nous, de notre culture, si un homme qui a les mains dans le cambriolage devient une idole pour des milliers de personnes sur Internet, un modèle à suivre? Il n'y a pas de réponse simple à ces questions, mes amis. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à laisser vos commentaires sous cette vidéo. Imaginez un marché. Cependant, on n'y vend ni actions ni pétrole. La marchandise est l'âme humaine dans son état le plus vulnérable, l'enfance. L'architecte de cet empire a bâti son entreprise sur l'innocence volée. Sa monnaie, des destins brisés. Et ses clients, des personnes dont les noms sont prononcés avec crainte dans les couloirs du pouvoir à travers le monde. Ce n'est pas une invention, c'est l'histoire vraie de Jeffrey Epstein, un homme qui a transformé des filles mineures en marchandises vivantes pour des présidents, des princes et des milliardaires. Pendant des années, il a agi ouvertement, sous le couvert d'un génie financier. Derrière la façade de la charité se cachait une usine de cauchemars où des enfants étaient transformés en jouets silencieux. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment fonctionnait cette machine de destruction, en pénétrant dans les recoins les plus sombres de son empire pervers. Oubliez le mythe du visionnaire financier.
Le véritable commerce d'Epstein était d'une simplicité monstrueuse et d'une efficacité diabolique. Une pyramide de l'esclavage sexuel parfaitement huilée, où chaque détail fonctionnait avec une précision effrayante. Tout commençait par une proposition d'une innocence trompeuse. Une jeune fille de 14 ans issue d'une famille défavorisée, sans ressources et aux rêves brisés. Une femme élégante s'approche d'elle avec un sourire chaleureux et la promesse d'une somme d'argent rapide. 300 $ en espèces, juste pour un massage à un homme riche. Pour une enfant qui n'avait jamais vu une telle somme, cela semblait être le salut. Mais ce massage n'était que l'entrée dans un labyrinthe d'horreur dont personne ne sortait indemne, où chaque pas enfonçait un peu plus dans l'abîme de la violence et de l'humiliation. Derrière ce système se trouvait sa principale architecte, Ghislaine Maxwell. Pas seulement une complice, mais l'incarnation même des ténèbres, peut-être plus sinistre qu'Epstein lui-même. Fille d'un magnate britannique des médias, aristocrate aux manières impeccables et au cœur de glace, elle était le prédateur idéal sous des traits féminins. Les jeunes filles lui faisaient instinctivement confiance, elle ne semblait pas menaçante. Ghislaine manipulait habilement. Elle devenait une amie plus âgée, une figure maternelle, une confidente. Elle étudiait leurs peurs, leurs rêves, leurs vulnérabilités, comme un entomologiste étudiant un papillon avant de le fixer sur un tableau. Elle leur achetait des vêtements, les emmenait au cinéma, les prenait dans ses bras lorsqu'elles pleuraient, leur donnant l'illusion d'être protégée et comprise. Et lorsque la victime s'ouvrait complètement, la prédatrice frappait, l'emmenant dans l'antre de son maître où son innocence était réduite en miettes. C'est Maxwell qui formait les filles. Avec une méthode glaciale, elle brisait les barrières psychologiques, normalisant la violence. Elle se déshabillait devant elles, discutait de sujets intimes avec une précision clinique, observait les premières séances, transformant le douloureux en routine. Virginia Giuffre a raconté comment Maxwell, dès l'âge de 16 ans, lui avait enseigné les techniques de la fellation avec une précision anatomique, lui montrant comment avaler correctement après l'acte, comment deviner les désirs d'Epstein avant, même qu'il ne les exprime. C'était la trahison féminine dans sa forme la plus perverse, une louve attirant des agneaux vers l'abattoir, les enveloppant d'une fausse attention avant de leur trancher la gorge. Ensuite, la chaîne de violence se mettait en marche. Le mot « massage » se transformait instantanément en un rituel sadique de soumission. Epstein obligeait les filles à se déshabiller entièrement, à s'allonger sous la lumière vive des lampes, afin que chaque centimètre de leur peau soit visible. Chaque imperfection et chaque grain de beauté exposé à la vue de tous. Il les touchait à l'aide de vibromasseurs et d'autres objets, pénétrant leur corps avec ses doigts jusqu'à ce qu'elles pleurent de douleur et d'humiliation, le suppliant d'arrêter. Leurs supplications ne faisaient qu'augmenter son excitation. Le pouvoir sur des victimes sans défense était sa véritable drogue. Après chaque séance, une liasse de billets était glissée dans leurs mains tremblantes. Cet argent n'était pas une rémunération, mais un instrument de violence psychologique. Il transformait la victime en complice, lui inoculait un virus de culpabilité et de honte qui paralysait sa volonté et scellait ses lèvres, gelant son âme dans un silence éternel. L'aspect le plus monstrueux de ce système, Epstein transformait ses victimes en chasseuses. Il leur versait 500 $ pour chaque nouvelle fille. Amenez une amie. Plus elle est jeune, mieux c'est. 13 ans? Parfait, leur murmurait-il en leur caressant la tête comme un maître caresse un chien dressé. C'est ainsi qu'un flux incessant de nouvelles victimes a été créé. Les victimes sont devenues des complices, enchaînées à leurs bourreaux. Leurs âmes étaient brisées, elles étaient à la fois victimes et bourreaux, enfermées dans un cauchemar dont elles ne pouvaient s'échapper. Epstein a créé un écosystème de violence qui s'auto-alimentait, où le traumatisme engendrait un nouveau traumatisme dans un cycle infini de souffrance. Tout cela ne se passait pas dans des bordels clandestins,
mais dans un luxe indécent. Une immense demeure à Manhattan, avec des pièces décorées de photos de mineurs nus. Chaque poignée de porte, chaque interrupteur, chaque objet de décoration criait la richesse et le pouvoir. Un domaine à Palm Beach avec des caméras cachées dans les salles de bain et les chambres, enregistrant les moments les plus intimes des victimes à leur insu. Et l'île sinistre des îles Vierges, Little St. James, un coin de paradis où chaque palmier cachait une caméra, où personne ne pouvait entendre les cris des jeunes filles derrière le bruit de l'océan. Son avion, le tristement célèbre Lolita Express, était une prison volante qui transportait des marchandises vivantes entre ses différentes propriétés. Le monde le savait, mais préférait fermer les yeux sur l'évidence. Pourquoi? Parce qu'Epstein s'était protégé d'un bouclier humain composé des personnes les plus influentes de la planète. Son carnet noir contenait des noms à couper le souffle. Les anciens présidents américains Bill Clinton et Donald Trump, le prince Andrew d'Angleterre, des légendes du show business, Michael Jackson, Mick Jagger, Woody Allen, des top modèles comme Naomi Campbell, des milliardaires, des politiciens, des scientifiques de renommée mondiale, toute la crème de l'élite mondiale. Il est important de préciser que la présence sur cette liste n'implique pas la complicité. Cependant, l'existence même de cette liste était à la fois son bouclier et son épée. Epstein avait créé un système de chantage mutuel. Une fois dans son orbite, vous deveniez vulnérable. Il envoyait un message tacite. « Si je coule, vous serez éclaboussé ». C'est précisément cette peur, la peur du scandale, de la réputation ruinée, des questions gênantes, qui a réduit au silence les puissants de ce monde. Il a bâti son empire sur deux types de peurs, la terreur primitive des enfants sans défense et la peur froide de la dénonciation chez les hommes puissants pris dans ses filets. Son île privée mérite une attention particulière. Little St. James, l'île des pédophiles, comme l'appelaient les habitants, qui regardaient avec effroi cet endroit maudit. C'était sa forteresse, son royaume où il régnait en maître absolu. Ici, les lois de la civilisation n'avaient aucune prise. On ne pouvait s'y rendre qu'à bord de son avion ou de son yacht, toute possibilité de fuite étant coupée. Pour les jeunes filles qui se retrouvaient ici, c'était le point de non-retour, le dernier cercle de l'enfer. L'une des victimes se souvient avoir été enfermée dans une cave pendant 3 jours sans nourriture après avoir refusé d'obéir à un ordre sexuel. Dans l'obscurité, elle entendait les pleurs d'autres jeunes filles. Elle n'était pas seule dans son cauchemar. Une autre a raconté une pièce insonorisée, où les cris ne pouvaient pas sortir, où aucun son ne pouvait être entendu par d'éventuels sauveteurs. L'île était un lieu où les fantasmes les plus sombres se réalisaient sans témoin et sans conséquence, où les limites de l'acceptable étaient effacées sans laisser de traces. Le ticket d'entrée pour cet enfer était le fameux « massage », un mot de code qui cachait un rituel d'initiation. Le scénario était classique. Une jeune fille de 14 ou 15 ans était amenée dans une maison isolée. On lui promettait de l'argent facile pour un simple massage. Pour une adolescente affamée vivant dans un parc de caravanes, c'était une aubaine, un moyen d'échapper à la misère. Ensuite, c'était une chorégraphie de violence, décrite par des dizaines de victimes dans leurs témoignages devant le tribunal, chacun d'entre eux faisant pâlir les jurés. La jeune fille était conduite dans une pièce avec une table de massage, souvent décorée de photos pornographiques disposées de manière à ce que, où que l'on regarde, le regard tombe sur des images de sexe. On lui ordonnait de se déshabiller, en accompagnant cet ordre de faux sourires et d'assurance que tout le monde faisait ça. Puis il apparaissait, généralement entièrement nu, exhibant son corps comme un instrument de pouvoir. Commençait alors ce qu'il appelait cyniquement un massage, une violence systématique et méthodique. Il obligeait ses victimes à le toucher, touchait lui-même leurs parties les plus intimes, utilisait des jouets sexuels qui laissaient des ecchymoses et des lacérations.
Jennifer Araoz se souvient qu'à l'âge de 15 ans, elle a été jetée sur une table de massage et violée avec une telle brutalité qu'elle a saigné pendant une semaine, craignant de raconter à sa mère ce qui s'était passé. Hayley Robson a décrit la terreur paralysante qu'elle a ressentie à l'âge de 15 ans, debout devant lui en sous-vêtements, lorsqu'elle a compris qu'elle était prise au piège, dans un cauchemar qui la hanterait jusqu'à la fin de sa vie. Il ne s'agissait pas des actes impulsifs d'un homme riche et lubrique. Il s'agissait d'un rituel visant à briser la volonté, à transformer une personne en objet à utiliser. Après chaque séance, il y avait de l'argent. 300 $ pour une enfance détruite. Cet argent n'était pas une compensation, mais un instrument de contrôle. Il créait l'illusion du consentement et engendrait une honte toxique. J'ai pris l'argent. J'ai accepté. Qui va me croire maintenant? Ce piège psychologique se refermait hermétiquement, laissant la victime seule avec son cauchemar. La partie la plus diabolique de son système consistait à transformer ses victimes en recruteurs. Epstein ne se contentait pas de violer. Il transformait les âmes, changeant les agneaux en loups. Il payait ses victimes pour chaque nouvelle fille, transformant ainsi leur traumatisme en commerce. Imaginez ce cauchemar, une jeune fille de 16 ans qui vient d'être violée, brisée et couverte de bleu, obligée d'attirer sa meilleure amie, sachant ce qui l'attend. Cela détruisait définitivement leur psychisme, anéantissant les derniers vestiges de leur humanité. Désormais, elles étaient liées à Epstein, non seulement par leur souffrance, mais aussi par la trahison des autres. Elles devenaient des copies miniatures de Maxwell, perpétuant le cycle de la violence. Il s'agissait d'un commerce moderne d'esclaves dans une cage dorée, d'autant plus monstrueux que les esclaves devenaient elles-mêmes marchandes d'esclaves, multipliant ainsi les souffrances. Ce commerce avait une ampleur mondiale. Les jeunes filles étaient transportées entre ces propriétés comme des marchandises. Elles étaient embarquées dans le Lolita Express aux vitres teintées et livrées là où on les demandait. Souvent, elles n'étaient pas destinées à lui seul. Virginia Giuffre a témoigné qu'Epstein et Maxwell la passaient littéralement comme un plat d'entrée à leurs amis influents. Elle a affirmé avoir été contrainte d'avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew, ce qui lui a causé des traumatismes internes nécessitant des soins médicaux. Elle a également cité l'ancien gouverneur Bill Richardson, l'avocat Alan Dershowitz et d'autres. Tous ont nié les accusations. Cependant, les témoignages eux-mêmes brossent le tableau d'un monde où les jeunes filles étaient une monnaie d'échange entre les puissants, un moyen de paiement dans un jeu de pouvoir et de privilèges. Derrière les murs de son manoir de Manhattan, où des milliers de photos d'adolescentes nues étaient conservées dans des coffres secrets, où chaque pièce était équipée de caméras cachées enregistrant les invités, un véritable cauchemar se déroulait. Ce n'était pas simplement une maison, c'était une usine à produire des traumatismes, de la douleur et des destins brisés. Chaque détail de l'intérieur, des draps en soie aux meubles anciens, avait été témoin d'innombrables actes de violence, imprégnés des larmes et des cris des victimes. Chaque empire du mal finit par s'effondrer. Souvent, il suffit d'une seule voix courageuse pour y parvenir. Dans l'histoire d'Epstein, cette voix a été celle d'une mère qui, en 2005, s'est présentée à la police de Palm Beach pour déclarer que sa belle-fille de 14 ans avait été attirée dans la villa d'un milliardaire où elle avait été victime d'abus sexuels pour 300 $. Cette déclaration a été la première fissure dans le mur du silence, le début de la fin d'un empire cauchemardesque. La police de Palm Beach a ouvert une enquête secrète. Pendant 1 an, elle a interrogé les victimes, recueilli des preuves et mené des opérations de surveillance. Le tableau qui s'est dessiné devant eux a horrifié même les détectives les plus aguerris, habitués à tout, des tueurs en série au cartel de la drogue. Des dizaines, voire des centaines de filles avaient subi le même calvaire. Le chef de la police, Michael Ritter, a été tellement bouleversé par l'ampleur des crimes
qu'il a publiquement accusé le procureur local de sabotage et a demandé l'intervention du FBI, risquant sa carrière pour la vérité. Le Bureau fédéral d'enquête s'est saisi de l'affaire. Ils ont interrogé 34 victimes mineures, dont beaucoup ont décrit des scénarios de violence identiques, jusque dans les moindres détails de la disposition de la pièce et des phrases prononcées par Epstein. La justice semblait inévitable, la roue de la justice semblait avoir été mise en marche. Mais une autre force est alors entrée en jeu, le pouvoir de l'argent et des relations capables de fausser l'espace même de la justice. L'équipe d'avocats hautement rémunérés d'Epstein, dont Alan Dershowitz, a mené une opération juridique qui est encore aujourd'hui considérée comme une page honteuse de l'histoire de la justice américaine. Ils ont conclu un accord avec le procureur fédéral de Miami, Alexander Acosta, futur ministre du Travail sous Trump. Au terme de cet accord secret, Epstein a échappé à de graves accusations fédérales de trafic sexuel, passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Au lieu de cela, il n'a reconnu sa culpabilité que sur 2 chefs d'accusation mineurs au niveau de l'État. Sa peine ? 18 mois, dont il a purgé 13 dans une prison du comté, avec le droit de travailler 12 heures par jour. Ce n'était pas la justice, mais une parodie pervertie, une moquerie du droit. Le plus effrayant dans cet accord résidait dans ses détails juridiques. Il accordait l'immunité non seulement à Epstein, mais aussi à tous ses complices, réels et potentiels. Cela signifiait l'impunité totale pour Maxwell et tous ceux qui avaient contribué à bâtir cet empire de violence. L'enquête a été enterrée, les victimes ont été trahies et le monstre a repris sa chasse, presque indemne, prêt à poursuivre ses activités sanglantes. 10 ans, l'affaire a couvé sous le couvert de l'oubli officiel. En 2018, la journaliste du Miami Herald, Julie Brown, a publié une série d'enquêtes intitulée « Perverting Justice » « Pervertir la justice ». Elle a révélé les détails de l'accord honteux de 2008, a retrouvé des dizaines de nouvelles victimes et leur a donné la parole. Le monde a été bouleversé par l'ampleur des crimes et le cynisme du système qui protégeait le prédateur. Le tollé public a été si fort qu'il est devenu impossible de l'ignorer, même pour les protecteurs les plus influents d'Epstein. En juillet 2019, lorsque Jeffrey Epstein est revenu aux États-Unis à bord de son jet privé, il a été accueilli par des agents du FBI. Cette fois, il a été arrêté sous de nouvelles accusations fédérales de trafic sexuel de mineurs. Lors d'une perquisition dans son manoir de Manhattan, un coffre-fort contenant des centaines de photos de jeunes filles nues, dont beaucoup semblaient mineures, a été découvert derrière un faux mur. On y a également trouvé des montagnes d'argent liquide, des diamants et un faux passeport au nom d'une autre personne avec sa photo. Il s'agissait de preuves irréfutables qui lui fermaient toute voie de salut, un verdict écrit de sa propre main. Epstein n'a pas survécu jusqu'au procès. Le 10 août 2019, il a été retrouvé décédé dans sa cellule d'une prison fédérale de Manhattan. La version officielle est celle d'un suicide par pendaison. Cependant, peu de personnes ont cru à cette version. Le prisonnier le plus surveillé du pays, un homme dont les secrets auraient pu causer la perte de dizaines de personnalités influentes, aurait-il mis fin à ses jours de cette manière? La nuit de sa mort, les caméras de surveillance ont mystérieusement cessé de fonctionner. Les gardiens, chargés de le surveiller toutes les demi-heures, dormaient et ont ensuite falsifié leurs rapports. Tout cela a donné lieu à une vague de théories du complot. Il aurait été assassiné pour le réduire au silence. La vérité restera probablement à jamais enfouie avec lui dans une tombe anonyme, tout comme les noms de nombreux clients haut placés. La mort d'Epstein a privé ses victimes de la possibilité de le voir comparaître devant la justice. Cependant, sa principale complice, Ghislaine Maxwell, était toujours en liberté. Elle s'est cachée pendant près d'1 an, jusqu'à ce qu'en juillet 2020, le FBI la retrouve dans une luxueuse propriété du New Hampshire. Son procès est devenu un procès contre tout le système qu'elle avait créé avec Epstein,
contre le mécanisme qui broyait la vie d'enfants pour le plaisir de l'élite. En décembre 2021, après un mois de témoignages poignants des victimes décrivant comment Maxwell avait méthodiquement brisé leurs barrières psychologiques avant de les livrer à la merci de leurs bourreaux, le jury a rendu son verdict. Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable de 5 des 6 chefs d'accusation, dont le plus grave, trafic de mineurs à des fins d'exploitation sexuelle. En juin 2022, la juge Alison Nathan l'a condamnée à 20 ans de prison et à une amende de 750 000 $. Une peine sévère, a déclaré la juge, est nécessaire pour envoyer un message clair que de tels crimes ne resteront pas impunis. Pour de nombreuses victimes, cela a été un moment cathartique. La justice, même partielle, a triomphé. La reine de l'Empire du Mal a été envoyée derrière les barreaux, où chaque jour de détention lui rappellera les enfants dont elle a détruit la vie. Après la mort d'Epstein, un fonds d'indemnisation a été créé pour ses victimes. Il a versé plus de 121 millions de dollars à 135 femmes dont la vie a été brisée. Cependant, aucune somme d'argent ne peut effacer les cicatrices, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Aucune compensation ne pourra rendre leur enfance volée, faire oublier les attouchements du prédateur ou soulager les cauchemars qui hantent de nombreuses victimes depuis des décennies. Et la question principale reste sans réponse. Qui d'autre était impliqué dans ce réseau? Qui sont ces amis influents pour le plaisir, desquels Epstein et Maxwell ont créé leur usine à cauchemars? Les noms de son carnet noir continuent d'apparaître dans la presse, mais il n'y a toujours aucune preuve de leur implication dans ces crimes, et il n'y en aura peut-être jamais. Jeffrey Epstein a emporté ses secrets les plus sombres dans la tombe, ne nous laissant que des preuves de l'abîme de mal dont est capable un homme doté de pouvoir et dépourvu de conscience, et de la facilité avec laquelle, dans notre monde, on peut acheter le droit de détruire le destin d'enfants si l'on a suffisamment d'argent et de relations. Le corps d'une jeune femme a été trouvé par hasard. Il était dans le sous-sol d'un immeuble chic dans le quartier de Naville, sans vêtements, sans papier, avec des traces de coups violents et de fractures. Son visage était défiguré, ses cheveux rasés, ses pieds attachés avec des sangles en plastique portant des numéros. Ses mains et ses pieds étaient enflés, avec des traces de cordes séchées. À côté, il y avait une boîte en plastique où les organes féminins étaient soigneusement disposés, comme dans une morgue. Un des agents qui est descendu le premier dans le sous-sol est sorti dans la rue et a vomi sur le trottoir. Plus tard, il a dit qu'il n'avait jamais vu une telle horreur de toute sa carrière. Cette découverte a lancé une enquête qui a révélé la pourriture qui se cachait sous les façades scintillantes de la capitale européenne de la mode. Milan, où une personne sur 2 rêve de devenir mannequin, s'est avéré être le centre d'un réseau international qui vendait des filles comme du bétail. Tout ça sous le couvert d'une agence prestigieuse où des centaines de jeunes beautés de tout l'espace post-soviétique rêvaient d'entrer. Victoria Petrova est arrivée à Milan fin octobre 2021. Elle avait 21 ans et venait de Kazan. Dans son CV, elle avait écrit « Taille 1 Fiam 117 ». Mensuration, presque comme Gigi Hadid. Expérience, 3 séances photos pour des boutiques locales. Victoria rêvait de devenir l'égérie d'une marque, de faire la couverture d'un magazine et de ne jamais retourner en Russie. Son profil Instagram était rempli de photos de défilés, de cafés et de studios photos. Sous l'une des photos, une fille nommée Olena avait laissé un message. « À bientôt à Milan, ma belle. On est dans le même groupe. » C'est Olena qui a donné l'alerte en premier. Elle aussi était venue à Milan pour un casting, mais elle n'a pas été accueillie comme prévu. Au lieu de l'hôtel promis, elle s'est retrouvée dans un appart avec des barreaux aux fenêtres. Au lieu d'un styliste, elle a trouvé un homme qui parlait russe et qui lui a pris son téléphone pour sa sécurité. Olena a réussi à s'échapper au bout de 3 jours.
Elle a cassé la porte du compartiment de ventilation dans la salle de bain et après s'être griffé tout le corps, elle s'est glissée dans le conduit. Après avoir pris le train pour Venise, elle a écrit aux parents de Victoria pour leur dire qu'elle était peut-être en danger. 2 jours plus tard, Victoria a envoyé un petit message vocal à sa mère. « Maman, si je ne t'écris plus, sache que je t'aime très fort. » Après ça, plus aucune nouvelle. L'enquête a commencé en décembre. C'est un agent d'Interpol, Antonio Rizzi, qui l'a lancé. Il a reçu plusieurs déclarations de disparition de filles, toutes originaires d'Europe de l'Est, toutes mannequins, toutes disparues à Milan depuis l'automne. Au début, la police n'a pas vraiment réagi. Mais Rizzi n'arrivait pas à oublier une photo. La mère de Victoria, épuisée, assise dans un commissariat, tenant dans ses mains une page imprimée avec la correspondance de sa fille. Au bas de la page, il y avait une note manuscrite. Elle ne s'est pas enfuie. Elle voulait vivre. Rizzi a d'abord demandé les infos sur le passage de la frontière par Victoria Petrova. Elle était arrivée à Milan par un vol en provenance de Moscou le 28 octobre. D'après les documents, elle était seule. Elle avait loué un appart pour quelques jours via l'agence Aurora Models. C'était la dernière trace. Pas de signalement de son téléphone, pas d'activité sur sa carte, rien. Il a regardé le site de l'agence, une façade parfaite, des photos pro, le portfolio des mannequins, le calendrier des castings, les noms des agents, même des articles dans des magazines locaux. Tout semblait tout à fait légal, mais aucun numéro ne répondait, aucune adresse ne correspondait. En parallèle, la police a commencé à enquêter sur des affaires similaires. 23 filles avaient disparu entre 2016 et 2021. 19 d'entre elles étaient originaires de Russie, d'Ukraine et de Moldavie. Toutes étaient jeunes, jolies et liées au mannequinat. Toutes avaient disparu dans le même quartier de Milan, à moins de 3 km du siège d'Aurora Models. Ce n'était plus une coïncidence. Quand l'enquête sur l'agence a commencé, les premières bizarreries sont apparues. L'adresse légale était celle d'un bâtiment qui n'existait pas. Le propriétaire officiel était un mec avec de faux papiers, mort en Slovénie 5 ans auparavant. Le capital social était de 100 €, mais les comptes de la boîte s'élevaient à des centaines de milliers d'euros. Ils étaient gérés par une femme nommée Giulia Rinaldi, la comptable de l'agence. C'est grâce à elle qu'Interpol a découvert la chaîne de virements. Entre février et novembre 2021, la boîte a reçu plus de 3 millions d'euros sur des comptes offshore. Mais le plus important, c'était l'ordinateur portable saisi chez Giulia. Il contenait un dossier crypté intitulé « Casting Room ». Après une semaine de travail, les experts ont récupéré une partie des fichiers. Il s'agissait de fragments de vidéos floues, en noir et blanc, avec des dates et des tampons. On voyait des filles à genoux, avec des sacs sur la tête, entourées d'hommes en costume chair. Quelqu'un jetait des jetons, d'autres tiennent un dossier avec des chiffres. Certaines scènes ont été coupées, mais dans une des vidéos, on entend clairement « Celle-ci est russe, 21 ans, 6 séances, vierge. Prix de départ, 90 000. » La voix parlait italien, sans accent. À côté de ce fichier, il y a un tableau avec des noms, des caractéristiques, des dates d'arrivée et 2 colonnes, statut et utilisation. Dans la ligne en face de Victoria Petrova, il y avait écrit « Préparation terminée, transfert ». Dans la colonne « Utilisation », il y avait « Commande importante ». C'était 6 jours après sa disparition. L'opération pour l'arrêter a commencé en février 2022. Pendant 2 semaines, Interpol, avec le parquet italien, a repéré les adresses des endroits où elle pouvait se trouver. Des studios, des entrepôts, des maisons à la campagne. Au total, 18 endroits. Dans la nuit du 13 février, les rafles ont commencé. Dans une maison privée à l'extérieur de Milan, 3 filles ont été trouvées dans un sous-sol avec des portes en fer. Elles étaient sous l'effet de puissants calmants et ne pouvaient pas parler. L'une avait le nez cassé, l'autre avait des escarres dus aux menottes.
Dans le sous-sol, il y avait des boîtes à lumière professionnelle, des caméras, des produits cosmétiques, des vêtements pour femmes, des sous-vêtements jetables et des boîtes marquées « accessoires ». À l'intérieur, il y avait des tubes en verre, des fouets, des pinces métalliques, des scalpels. Ailleurs, dans un entrepôt près de l'ancienne usine, on a découvert une pièce aménagée comme un studio photo, mais dans l'une des armoires, on a fait une découverte choquante. Un conteneur avec des organes, des reins, des utérus, même des yeux. Certains avaient des étiquettes et des dates. Plus tard, des experts ont confirmé que certains appartenaient à des filles portées disparues depuis 2017. Mais la découverte la plus effrayante a été une vidéothèque trouvée sur un serveur. Elle était cachée au plus profond du système, avec un triple cryptage. Il y avait des centaines d'heures d'enregistrement. Toutes avaient été filmées depuis le même endroit. La caméra était fixée au plafond d'une pièce qui ressemblait à un bunker souterrain. Les filles entraient dans le champ une par une, nues, sous anesthésie ou terrifiées. Certaines étaient attachées, d'autres forcées à se déshabiller. Les hommes restaient dans l'ombre, le visage caché. Dans certaines vidéos, on entend des ordres, dans d'autres, des rires et des applaudissements. Une des victimes criait « S'il vous plaît, ne me coupez pas ». Puis l'enregistrement s'arrêtait brusquement. Interpol a interdit la diffusion publique de ces vidéos. Leur description a été ajoutée au dossier sous la mention « cruauté particulière ». Parmi les nombreuses victimes identifiées grâce aux données des serveurs vidéo et des bases de données d'Interpol, il y avait Victoria. Sa mère, Natalia Petrova, a reçu la confirmation officielle une semaine après la rafle. Sur des extraits de vidéos, la jeune fille a été reconnue grâce à un grain de beauté sur le cou et une cicatrice au poignet. C'est justement cette cicatrice que Victoria avait gardée après être tombée de vélo quand elle était petite. Impossible de reconnaître son visage. Il avait été brûlé avec une lampe et les tatouages effacés, mais son corps, sa silhouette et sa façon de bouger ne laissaient aucun doute. Sa mère n'a pas pu regarder la vidéo. On lui a juste dit que Victoria était morte à la mi-décembre. Son corps était l'un de ceux qui ont été retrouvés plus tard dans les égouts à l'extérieur de la ville, emballé dans un sac en plastique avec du ciment. Il y avait suffisamment de preuves. Sur la base des documents et des enregistrements, la police a procédé à des arrestations. En 2 jours, 12 personnes ont été arrêtées. Des comptables, des gardes, des chauffeurs, des coursiers. Tous travaillaient d'une manière ou d'une autre pour l'agence Aurora Models. Presque personne n'a coopéré. L'un des agents de sécurité, Salvatore Mezza, s'est suicidé dans sa cellule après avoir été interrogé. Il a laissé une lettre dans laquelle il n'y avait qu'un seul mot, ténèbres. Mais le nom qui est ressorti des interrogatoires et de l'analyse des correspondances, Marco Bellini, est devenu central. Il était mentionné dans les conversations des employés. Sa photo se trouvait dans les documents de l'agence. Il était présent en personne aux réceptions organisées, soi-disant pour les investisseurs. Sur l'une des vidéos tournées lors d'une fête, on le voit sourire en embrassant l'une des filles, qui a disparu 2 jours plus tard. Marco Bellini est un homme à la réputation irréprochable. Né à Milan, il est issu d'une famille aisée. Dans sa jeunesse, il a été mannequin, puis photographe. Il a réalisé des campagnes pour de grandes marques et tenait une chronique dans un magazine de mode. Tout le monde connaissait son nom. Il était souvent vu dans les soirées, les bals de charité et les castings ouverts. Personne n'aurait pu imaginer que derrière son sourire poli se cachait un prédateur. Aucune mention de lui dans les fichiers criminels. Son passeport était valide, son permis de conduire était authentique. Il était irréprochable et il a disparu la veille du début des arrestations. Selon les informations fournies par l'aéroport, le matin du 12 février, Marco Bellini a décollé de Bergame à bord d'un avion privé à destination de Tirana. 40 minutes plus tard, le contact avec l'avion a été perdu. Selon l'enquête, l'avion a atterri sur une piste privée en Albanie,
où il a été accueilli par une voiture avec de fausses plaques d'immatriculation. Depuis, on a perdu sa trace. Interpol a lancé un avis de recherche international. Officiellement, il a disparu. Officieusement, il a été prévenu. L'enquête a continué. Lors d'une perquisition dans une des maisons enregistrées au nom d'un prête-nom, une pièce secrète a été découverte. Derrière une bibliothèque se cachait une porte menant à un couloir en béton. La pièce n'avait pas de fenêtre. Les murs étaient insonorisés, le plafond était équipé d'une ventilation et de caméras. À l'intérieur, il y avait un fauteuil avec des sangles, un frigo, des instruments chirurgicaux. Tout ressemblait à une salle d'opération improvisée. Il y avait des taches de sang sur le sol. Sur le mur, il y avait des crochets auxquels étaient suspendues des seringues usagées, des perfusions et quelque chose qui ressemblait à un appareil artisanal pour aspirer le sang. Cet endroit a été surnommé « la chambre sans nom ». Plus tard, on a découvert qu'on y pratiquait des prélèvements d'organes sur des filles jugées inaptes à une exploitation à long terme. Les victimes qui ont survécu ont commencé à témoigner. La première était une fille ukrainienne nommée Marina. On l'a trouvée en état de choc, super affaiblie et avec des traces de vieilles fractures. Elle a passé presque 4 mois dans l'agence. Pendant ce temps, elle a été utilisée comme cadeau pour les clients que l'agence voulait particulièrement impressionner. Marina a raconté que tout avait commencé comme un casting normal. Un photographe, un maquilleur, une séance photo devant un fond blanc. Puis elle a été emmenée dans un appartement, où elle a reçu de nouveaux vêtements et a fait une excursion en yacht. Le soir même, on lui a glissé quelque chose dans son verre. Elle s'est réveillée dans une pièce sans fenêtre. On l'a forcée à sourire devant la caméra, à faire semblant d'être heureuse. Plus tard, les visionnages à travers une vitre ont commencé. Les hommes faisaient leur choix. Si une fille ne plaisait pas, elle était battue, enfermée sans nourriture, maintenue dans l'eau. D'après Marina, un des clients forçait les filles à manger de la terre. Un autre a demandé qu'on lui envoie une fille pour ses organes. Les témoignages de Marina ont été déterminants. Grâce à ces descriptions, les enquêteurs ont trouvé 2 autres lieux, une villa à Côme et un entrepôt dans la banlieue de Milan. Dans la villa, ils ont découvert une pièce murée avec des os à l'intérieur. Les experts ont établi qu'il s'agissait des restes d'au moins 4 personnes, dont une fille portée disparue depuis 2019. Les journalistes ont lancé leurs propres enquêtes. Des manifestations ont eu lieu dans la ville. Les proches des disparus réclamaient des réponses. Certains ont souligné le lien entre Aurora Models et des politiciens qui fréquentaient l'agence. Sur une photo publiée dans le magazine Luce, on voit un homme d'affaires influent à côté de Marco Bellini et de 2 mannequins mineurs. Cette photo a ensuite disparu du web. Plus la police creusait, plus ça devenait clair. Aurora Models n'était qu'une façade. La vraie organisation s'appelait l'Ombra, l'ombre. Ce nom apparaissait dans des messages codés, des documents internes et sur les insignes des gardes. L'Ombra avait une structure, un chef, des coordinateurs, des logisticiens, des manipulateurs et des livreurs. Tout était organisé comme dans une entreprise, une hiérarchie claire, une transparence totale, une discipline de fer. Ceux qui enfreignaient les règles disparaissaient. Les enquêteurs ont été choqués par le niveau d'organisation. Ce n'était pas un gang, mais une usine à souffrance, dira plus tard le procureur Lorenzo Brunelli. L'affaire comptait plus de 200 volumes, des preuves, des témoignages, des enregistrements vidéo, des transactions bancaires. Plus de 60 filles ont été déclarées mortes. 19 autres sont toujours portées disparues. Plusieurs survivantes sont encore soignées dans des cliniques à l'étranger pour des traumatismes psychologiques et les conséquences de la violence. Quand les premières audiences ont commencé, la salle d'audience était pleine. Les proches des disparus, les journalistes, les militants, les défenseurs des droits de l'homme, tout le monde voulait entendre la vérité. Mais parmi ceux qui savaient vraiment ce qui se passait à l'intérieur de l'ombre,
peu ont survécu. La plupart des accusés ont gardé le silence. Certains ont essayé de tout mettre sur le dos du gardien décédé ou de Bellini, que personne n'a jamais retrouvé. C'est alors qu'une jeune femme nommée Caterina est entrée en scène. Elle avait 23 ans. Elle avait traversé l'enfer et survécu. Ce sont ces témoignages qui ont marqué un tournant. Elle a pris la parole devant le tribunal, ouvertement, sans dissimuler son visage. Elle a dit « Je parle au nom de celles qui ont été brûlées, noyées, démembrées. Je me souviens de chacune d'entre elles. » Son récit a été enregistré dans son intégralité. C'était le récit de l'enfer, raconté d'une voix calme, comme si elle lisait une liste de courses. Et c'était le cas. Caterina ne pleurait plus. Elle ne ressentait plus rien. D'après Caterina, dans la villa où les filles étaient détenues, il y avait des caméras dans chaque pièce. Elles étaient filmées 24 heures sur 24, pour les clients, pour la sélection, pour les enchères. On avait des jours de visite silencieuse quand les clients venaient. On nous obligeait alors à prendre un bain avec de l'huile, à nous enduire de crème, à porter des bracelets noirs spéciaux. Ces bracelets servaient à nous différencier, comme des marchandises. Une fois, a-t-elle raconté, un client a refusé de payer pour celle qu'il avait choisie. On l'a emmenée. 1 heure plus tard, Caterina a entendu des cris et des coups, puis le silence. Le lendemain, à la place de son lit, il y avait un chariot avec des outils. Caterina a aussi raconté comment l'agence attirait de nouvelles filles. Sur Instagram, une responsable lui a écrit pour lui proposer un voyage gratuit, un contrat de 5 000 €, un logement et un styliste. Les 3 premiers jours, c'était comme dans un conte de fées, hôtel, champagne, séance photo. Puis on l'a emmenée en dehors de la ville pour une soirée privée. On lui a pris son téléphone pour sa sécurité. Après, il n'y avait plus ni lumière, ni fenêtre, ni porte. Juste des pièces, juste des caméras. Son corps porte des traces de brûlures, de morsures et une cicatrice due à une intervention chirurgicale. Une partie de son rein a été retirée sans son consentement. Plus tard, le dossier a confirmé que les organes prélevés sur les filles étaient revendus sur un marché clandestin, parfois sous le couvert d'une transplantation d'urgence, parfois pour des collections privées. Oui, ça s'est passé comme ça. La police n'a toujours pas pu identifier tous les commanditaires. La plupart des opérations se faisaient via le Darknet, avec des transactions cryptées en crypto-monnaie et via des paradis fiscaux. Mais parmi les noms identifiés, il y avait des hommes d'affaires, des fonctionnaires, un designer connu et un ancien diplomate. Ils ont tous nié être coupables. Plusieurs ont dit qu'ils ne savaient pas que les filles étaient contre. L'un d'eux a dit qu'il pensait que c'était un jeu. Ces explications ont provoqué une vague d'indignation. Mais les preuves étaient là. Parmi les indices, il y avait même les empreintes digitales des clients sur le corps d'une des filles retrouvées mortes. Le plus effrayant dans cette histoire n'était même pas le nombre de victimes, mais la durée pendant laquelle ce système a fonctionné. De 2016 à 2022, soit 6 ans. Des milliers de filles sont passées entre les mains de Tenny. Des centaines ont disparu. Des dizaines ont été retrouvées mortes. Et tout ça sous les yeux de la société. Elles se prenaient en vidéo, se promenaient dans les rues, publiaient des stories, racontaient leur chance. Puis, elles disparaissaient. Certains voisins ont dit avoir entendu des cris dans certaines maisons, mais la police n'est jamais venue. D'autres se plaignaient de voir des types bizarres sortir de voitures noires la nuit, mais personne ne les prenait au sérieux. Un policier a avoué plus tard « On ne croyait pas que ça pouvait arriver. On est à Milan, pas en guerre. » Un jour, le bureau du procureur a reçu une lettre sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait une clé USB avec une vidéo. La caméra était installée dans une pièce étroite, faiblement éclairée. Sur une chaise, un homme, le visage caché, disait « Vous pensez que Bellini est le mal ? Non, Bellini est un mécanisme. Il sera remplacé.
Son nom n'est qu'une marque. Nous étions, nous sommes et nous serons. Tant que les gens paieront, nous vendrons. Les ténèbres, c'est le marché. La vidéo dure 3 minutes. Les derniers mots sont « Ne nous cherchez jamais ». L'enregistrement se termine sur une image. Une silhouette masquée, debout contre un mur sur lequel est dessiné un logo représentant la lettre latine T barrée en diagonale. Les experts n'ont pas pu trouver d'où venait la vidéo. Le signal est passé par des dizaines de serveurs proxy via le réseau Tor et aucun itinéraire ne s'est répété. C'était comme un fantôme. Mais le parquet a gardé l'enregistrement comme preuve matérielle. Quand la première vague de procès s'est terminée, le tribunal a déclaré 9 personnes coupables. 4 ont été condamnées à la prison à vie. Les autres ont écopé de peines allant de 15 à 25 ans. Mais le principal suspect, Marco Bellini, n'a jamais été retrouvé. Son nom figure toujours dans la base de données internationale des personnes recherchées. Officiellement, il est vivant et recherché. Officieusement, il a disparu depuis longtemps. Il est devenu ce qu'il était au fond de lui-même. Une ombre. Presque un an s'est écoulé depuis les raids spectaculaires. Milan s'est calmé. L'industrie de la mode a fait comme si rien ne s'était passé. Les agences ont changé de nom. De nouveaux visages sont apparus sur les podiums. Seuls les proches des victimes et ceux qui ont survécu à l'ombre vivaient encore dans cette histoire. Victoria a été enterrée dans un cimetière de Kazan. Son corps a été rapatrié d'Italie 3 mois plus tard. Il était dans un cercueil fermé. La mère de Victoria n'a pas ouvert le couvercle. On lui avait dit que le visage était irrécupérable. Sur la tombe, on a gravé « Tu voulais vivre. Nous n'avons pas su te protéger. » Marina, la fille qui a survécu avec des fractures et des cicatrices, a quitté l'Ukraine. Elle vit maintenant en Slovénie, où elle suit une rééducation. Elle ne donne pas d'interview. La seule chose qu'elle a écrite, c'est un petit post sur les réseaux sociaux. Si on vous dit que vous êtes devenu spécial, fuyez. On vous a repéré. Katerina, celle qui a témoigné au tribunal, a changé de nom. Elle a été emmenée en France sous protection. Elle a accepté d'être témoin dans de nouvelles affaires. Selon elle, l'ombre ne se limitait pas à un seul pays. Des structures similaires existaient en Roumanie, en Belgique et en Pologne. Les agences sont différentes, les noms aussi, mais le fonctionnement est le même. Tout est déguisé en carrière, en succès, en liberté. En réalité, ce sont des cages, des seringues, des cordes et des listes de commandes. Ces gens pensent que le monde est leur marché à viande. Ils n'achètent pas seulement des corps, ils achètent le pouvoir sur la peur. L'enquête sur l'affaire Lombra continue. Le parquet italien a ouvert 8 autres enquêtes, notamment pour trafic d'organes, prostitution internationale et torture sur commande. Il a été établi qu'au moins 30 clients recevaient des vidéos sur commande, contenant des scènes de violence réalisées selon des demandes spécifiques. L'un de ces clients s'est avéré être l'héritier d'une grande dynastie commerciale, l'autre, le propriétaire d'une chaîne de pharmacie. Tous deux ont été arrêtés. Ils risquent jusqu'à 40 ans de prison. La dernière goutte a été une lettre reçue par la rédaction du journal Il Quotidiano. Une enveloppe anonyme contenant une photo. On y voyait un groupe de filles en blouse médicale, avec des numéros sur la poitrine. Derrière elles, on distinguait la silhouette d'un homme. La photo avait été prise à travers une vitre. Une inscription manuscrite disait « La saison a commencé ». Au dos, il y avait la date, avril 2023, et la signature « Bellini ». Le parquet n'a pas confirmé l'authenticité de la photo, mais l'image agrandie d'un des numéros sur la poitrine correspondait au nom d'une fille portée disparue depuis une semaine en Autriche. Le procès des accusés a duré 9 mois. Les témoignages des victimes ressemblaient à des récits de camps de torture. Les procureurs ont présenté plus de 300 preuves, des dizaines d'extraits vidéo,
des transactions bancaires, des correspondances contenant des mots codés. Flore pour vierge, sable pour moins de 16 ans, pierre pour consentement à l'organe. Le tribunal a reconnu les actes des accusés comme une activité criminelle organisée. 4 hommes ont été condamnés à la prison à vie. Une femme a écopé de 27 ans. Les autres ont été condamnés à des peines allant de 15 à 30 ans. Le nom de Marco Bellini a été prononcé à chaque audience. Il a été jugé par contumace. Il a été condamné à la prison à vie. Ses biens ont été confisqués. Son nom est maintenant dans toutes les bases de données d'Interpol. Mais le plus effrayant, c'est la conclusion de la commission. L'organisation Lombra existe toujours. Elle s'adapte, change de méthode, mais ne disparaît pas. L'enquête a montré que tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. Tant que quelqu'un sera prêt à payer pour la souffrance d'autrui, l'obscurité reviendra. Aujourd'hui, les agences de mannequins continuent de fonctionner à Milan. Nouvelles enseignes, nouveaux logos, même promesses. Les jeunes filles continuent de croire aux rêves. Elles publient des selfies, repostent des offres de casting, réservent des billets. Personne ne pense que derrière la porte du studio photo peut se cacher un sous-sol. Et seuls quelques-uns savent que parmi ces portes, il y en a encore une qui ne s'ouvre pas avec une clé. Seuls ceux qui ne ressortiront jamais l'ouvrent. À l'aube du 19 mars 2025, le conducteur d'un camion poubelle qui se rendait à la base de sortie dans la banlieue de Dubailand a remarqué sur le bord de la route une silhouette corpulente et épuisée, à peine visible dans la brume poussiéreuse. Une femme était allongée face contre terre. Elle ne portait pas de chaussures. Ses bras et ses jambes étaient dans une position anormale. Elle saignait de la bouche. Sa peau était écorchée. Elle n'avait ni papier ni sac. Seul son corps et des traces de traînées dans le sable étaient visibles. Elle respirait encore. À l'hôpital, on a découvert qu'il s'agissait d'une Ukrainienne de 20 ans. Elle s'appelait Maria Kovalchuk. Elle venait de Lviv. Elle était arrivée aux Émirats à la fin du mois de février avec un visa touristique. Elle travaillait comme mannequin d'escorte sous le couvert d'influenceuse. Elle faisait de la publicité pour des produits cosmétiques et tenait un compte OnlyFans. Ces derniers mois, elle vivait dans un appartement avec 2 autres jeunes femmes originaires du Kazakhstan et de Biélorussie. Aucune d'entre elles n'a signalé de conflits, de menaces ou de propositions étranges. Tout semblait normal, séances photos habituelles, sorties, invitations à des soirées privées. Jusqu'au 9 mars, le jour de son 20e anniversaire, Maria a informé ses amis qu'elle avait été invitée à un événement privé en l'honneur d'une fête religieuse. L'événement devait avoir lieu en dehors de la ville, dans une villa ou un penthouse, selon ses dires. L'endroit exact n'a pas été précisé. Elle a été prise en charge par une voiture sans plaque d'immatriculation. Après cela, Maria a cessé toute communication. 10 jours se sont écoulés. Elle ne s'est pas présentée à l'aéroport où elle devait prendre un vol pour la Thaïlande. Son téléphone était éteint. Silence sur les réseaux sociaux. Ses proches en Ukraine ont donné l'alerte. L'ambassade a envoyé des demandes aux autorités locales. La réponse a été formelle. La citoyenne ne figure pas parmi les personnes détenues ou décédées. À ce moment-là, personne ne savait encore que son corps était déjà transporté en réanimation avec les diagnostics suivants. Fracture par compression de la colonne vertébrale, fracture multiple du bassin, traces d'étranglement, hématome, hémorragie interne. Son pouls était à peine perceptible. Sa respiration était superficielle. Elle avait simplement été jetée sur le bord de la route. Cependant, elle a survécu. Lorsque Maria a repris connaissance, elle ne pouvait pas parler. Ses souvenirs étaient fragmentaires. Son regard se perdait dans le plafond de la chambre. Peu à peu, elle a commencé à se souvenir. Pas de tout, mais suffisamment pour que le tableau commence à se dessiner. Tout d'abord, le trajet. Une longue route. La nuit. Aucun bâtiment. Le désert.
des escortes silencieuses encapuchonnées, puis une clôture, la lumière des générateurs, des pas sur le sable, une forte odeur d'encens et de suie, des ordres, ne pas parler, ne pas poser de questions, ne pas regarder les visages. Les téléphones avaient été confisqués immédiatement. Maria se souvenait qu'on l'avait mise à genoux devant une plateforme ronde en pierre. Tout autour, des feux brûlaient dans des bols en fer. Au centre, il y avait un autel. Un homme vêtu d'une robe noire s'est penché vers elle. Il a prononcé quelque chose dans une langue incompréhensible. Puis il l'a prise par le menton et a examiné son visage. Quelqu'un derrière elle la tenait par les épaules. Elle a ensuite reçu un coup, puis un autre. Elle criait. On lui a cassé le bras. On lui a appuyé sur la poitrine. Elle perdait connaissance, puis reprenait conscience. Quelqu'un répétait « Préparez le four ». Elle s'est souvenue précisément de ce mot. Le four. Il brûlait quelque part sur la droite. La chaleur était palpable, même avec les yeux fermés. Puis il y eut une pause. Quelqu'un s'approcha d'elle. Il la regarda. Ils échangèrent quelques mots. L'un des hommes dit « Son sang n'est pas pur ». L'autre précisa « Ça a commencé ». Après ces mots, tout s'arrêta. Plus tard, à l'hôpital, on lui expliqua que ses règles avaient de commencer ce soir-là. Dans ces rites, selon les personnes informées, cela est considéré comme un signe. La victime est inacceptable. La magie noire n'accepte pas ce sang. Maria, selon la logique du rituel, était devenue souillée. C'est précisément ce qui l'a sauvée. Cependant, ce n'est pas par pitié qu'ils ont renoncé à la tuer. Ils n'avaient tout simplement pas le temps. Un autre sacrifice était déjà dans le four, selon l'un des témoins, qui a ensuite témoigné anonymement. Il fallait nettoyer les lieux avant l'aube. Maria n'a pas été condamnée à être brûlée. On l'a emmenée et abandonnée à la lisière du désert, dans l'espoir qu'elle ne survive pas jusqu'au matin. Mais elle a survécu, et cela a posé un problème à ceux qui avaient organisé cette nuit-là, car la victime a parlé. Au cours des 2 premières journées qui ont suivi la découverte de Maria dans le désert, personne n'a officiellement commenté son état. L'hôpital était gardé. La patiente était sous surveillance 24 heures sur 24. La raison officielle était danger de mort. Officieusement, il s'agissait d'une menace potentielle de pression extérieure. Il était déjà clair qu'il ne s'agissait pas d'une agression fortuite. Maria a commencé à parler le 3e jour. D'abord quelques mots, puis des phrases. Les médecins ont pris des notes. La police est restée silencieuse. Ce n'est qu'après qu'une infirmière a secrètement envoyé un message sur Internet avec la mention « On dirait qu'elle a été victime d'un rituel », que l'intérêt des médias est devenu incontrôlable. Le consulat ukrainien s'est saisi de l'affaire. Ses représentants ont exigé de rencontrer la patiente. Les avocats ont demandé à avoir accès au dossier. Mais les autorités locales ont refusé de reconnaître l'agression. Elles ont indiqué que la citoyenne aurait pu avoir un accident, s'enfuir d'une fête ou provoquer elle-même la violence. Tout semblait indiquer une tentative de détourner l'attention de l'affaire. Cependant, 3 jours après la publication sur la chaîne Telegram d'un blogueur émirati, la première photo a fait surface. Une image satellite de l'hôtel dans le désert, près duquel on pouvait voir des camions, des générateurs et des gardes. La photo était datée du soir du 9 mars, le soir même où Maria a disparu. Les coordonnées indiquaient un site situé à 70 km du centre-ville qui n'apparaissait sur aucune carte des hôtels ou des centres de loisirs. Des journalistes ont tenté de s'y rendre. Cependant, les agents de sécurité ont arrêté leur véhicule à 3 km de l'entrée. Officiellement, il s'agissait d'un terrain privé. Un drone lancé le lendemain a réussi à filmer uniquement une aire goudronnée, des tentes et 3 véhicules avant que le signal ne disparaisse. Il s'est avéré par la suite que le site avait déjà commencé à être démantelé. Pendant ce temps, Maria continuait de témoigner. Elle se souvenait de fragments, un cercle rouge, une femme masquée, des cheveux en feu,
des personnes silencieuses encapuchonnées. Presque tout cela ressemblait à des fragments de psychose. Cependant, des traces de cendres, de fines particules de suie et d'une peinture sombre spécifique avec des résidus de résine ont été découvertes sur le corps de la jeune femme. L'analyse a révélé que ce composé n'était pas utilisé dans la vie quotidienne, mais pouvait être utilisé dans les revêtements rituels. Cela a été confirmé plus tard par l'un des experts invités. Une semaine plus tard, le premier témoin clé a été retrouvé. Un homme travaillant comme chauffeur pour une entreprise de logistique a déclaré anonymement que dans la nuit du 8 au 9 mars, il avait transporté 5 jeunes femmes vers un site dans le désert. Le camion était escorté par 2 voitures avec des gardes. Tous les téléphones avaient été confisqués. Le chauffeur a signé un accord de confidentialité, a été payé et a reçu l'ordre de ne pas en parler. À la question de savoir s'il avait vu où les jeunes femmes avaient été emmenées, il a répondu brièvement. Dans une cour d'où sortait de la fumée, il y avait une plateforme et de la musique sans parole. 2 jours plus tard, il a quitté le pays et a refusé de faire d'autres déclarations. L'affaire a alors pris une autre tournure. Sous la pression de la représentation diplomatique ukrainienne, les autorités des Émirats arabes unis ont créé une commission spéciale. Au départ, il s'agissait d'une mesure purement formelle. Cependant, dès les premières vérifications, il est apparu qu'au cours des 6 derniers mois, 9 cas de disparition de femmes étrangères, pour la plupart originaires d'Europe de l'Est et d'Asie du Sud-Est, avaient été signalés dans un rayon de 100 kilomètres autour de Dubaï. Toutes les affaires ont été classées sans explication. La formulation officielle était « départ volontaire »,« disparition volontaire »,« violation du régime des visas ». Personne n'a vérifié la dernière géolocalisation ni demandé les enregistrements des caméras. Au vu de ces informations, le témoignage de Maria ne semblait plus relever de la paranoïa. Peu après, des journalistes d'investigation arabes se sont intéressés à l'affaire. Ce sont eux qui ont découvert l'existence de manifestations privées organisées dans le désert à l'occasion de fêtes secrètes, des dates religieuses non officielles liées à des cultes locaux. Selon les rumeurs, des soirées rituelles y étaient organisées pour des invités fortunés d'Asie et d'Europe, parfois avec des éléments de performance, parfois avec quelque chose de bien plus dangereux. Une semaine après la publication des premiers articles, le nom de Maria Kovalchuk était connu dans tous les médias des Émirats. Certaines publications la qualifiaient de mannequin survivante, d'autres de fille venue de l'enfer. Des théories conspirationnistes ont circulé sur Internet, affirmant qu'elle avait été piégée, qu'elle avait participé de son plein gré, ou que tout cela n'était qu'une mise en scène. Cependant, ses blessures physiques, les rapports médicaux et le silence des organisateurs ont confirmé l'essentiel. Elle a bien été victime d'actes de violence et il ne s'agit pas d'un simple conflit domestique. La prochaine étape a consisté à tenter d'interroger officiellement les personnes qui se trouvaient à Dubaï le jour de sa disparition. Maria a désigné un homme du nom de Nasser, qui s'était présenté comme l'organisateur de l'événement. Selon elle, il portait un costume sombre, avait une barbe et parlait avec un accent. Les images des caméras ont montré qu'un homme correspondant à cette description s'était effectivement approché d'elle à l'entrée du club la veille de sa disparition. Cependant, lorsqu'il a été convoqué pour être interrogé, il avait déjà quitté le pays, à bord d'un avion privé. À ce stade, l'enquête s'est heurtée à un mur. 9 témoins, 5 jeunes femmes qui auraient assisté à la même soirée ont disparu. Un agent de sécurité a été retrouvé mort. La version officielle parle d'un accident vasculaire cérébral. 2 agents d'entretien qui ont nettoyé les lieux le matin du 10 mars n'ont fait aucune déclaration. Leurs contrats ont été résiliés et ils ont quitté les Émirats arabes unis dans les 3 jours. Tout indiquait que des personnes très influentes étaient derrière tout cela. Maria n'était peut-être pas la personne qu'ils avaient choisie. Cependant, elle a survécu. Il fallait maintenant s'occuper d'elle.
Après 2 semaines à l'hôpital, Maria Kovalchuk a été transférée dans une clinique privée, officiellement pour sa rééducation, en réalité pour sa protection. À ce moment-là, il était clair que, quelle que soit la personne derrière cette fête, elle continuait à contrôler la situation. Les personnes susceptibles de faire la lumière sur les événements de la nuit du 8 au 9 mars disparaissaient les unes après les autres. L'avocat qui représentait Maria devant le tribunal émirati a soudainement renoncé à l'affaire 3 jours après avoir déposé une demande de protection pour la témoin. En partant, il a prononcé ces mots qui sonnaient comme une menace. « Si elle veut vivre, elle ferait mieux de partir. » Le lendemain matin, l'avocat avait déjà quitté le pays, sans commentaire. Quelques jours plus tard, un autre témoin potentiel a disparu. Le traducteur qui travaillait avec Maria. Un homme du nom d'Ilyas, citoyen pakistanais, l'avait aidé à faire sa première déposition. Il a ensuite disparu. Son téléphone était éteint, sa page sur les réseaux sociaux supprimée et sa chambre d'hôtel libérée sans qu'il ait réglé la note. Le directeur de l'hôtel a simplement déclaré « Il est parti dans la nuit, seul ». Tout cela a coïncidé avec l'apparition de nouveaux fragments de souvenirs de Maria. Elle a commencé à se souvenir de détails de la salle où elle se trouvait. Un symbole en forme de triangle avec un cercle à l'intérieur, de grands miroirs, un bruit rythmique et une inscription en latin sur le mur. Elle ne comprenait pas le sens du texte, mais elle a réussi à le mémoriser. Sacrificium imperfectum non accipitur. Un sacrifice imparfait n'est pas accepté. Ce fragment était d'une importance cruciale. Il confirmait la version avancée par les journalistes d'investigation. Aux Émirats arabes unis, malgré les lois officielles, il existe un réseau de cultes secrets opérant sous le couvert de soirées élitistes. Cela est généralement considéré comme une légende urbaine. Mais dans le cas de Maria, les coïncidences étaient trop nombreuses. Entre-temps, les autorités ukrainiennes ont demandé le transfert temporaire de Maria pour qu'elle puisse recevoir des soins médicaux. La réponse des Émirats arabes unis était vague. L'affaire pénale n'est pas close. Le témoin ne peut pas quitter le territoire. En d'autres termes, la jeune femme qui avait été agressée et qui avait miraculeusement survécu était en fait retenue dans le pays, sans protection, sans statut de plaignante, seulement en tant que participante à l'enquête. Au même moment, les médias ont découvert qu'une délégation d'un fonds d'investissement du Moyen-Orient était arrivée à Dubaï le jour de l'agression. Elle était composée de 6 personnes, dont 3 figuraient parmi les fondateurs de sociétés d'investissement soupçonnées d'activités illégales. Leurs noms n'ont pas été rendus publics. Cependant, selon des informations indirectes, l'un d'entre eux était Nasser, celui-là même que Maria avait mentionné. Un journaliste occidental a tenté de mener une enquête indépendante. Il a filmé les événements de la soirée dans le désert à l'aide d'une caméra cachée. 2 jours après la publication, son compte a été bloqué et sa chaîne supprimée pour violation des conditions d'utilisation. Seules 2 chaînes Telegram ont réussi à enregistrer la vidéo. On y voit un campement de tentes, des hommes en vêtements blancs, des danses autour d'un feu et une estrade éclairée par des projecteurs sur laquelle se tiennent des jeunes filles vêtues de longues capes. Il n'y avait pas de son, mais l'enregistrement ne laissait aucun doute. Tout semblait indiquer la préparation d'un rituel. Pendant ce temps, la pression s'intensifiait autour de Maria. Son téléphone était sur écoute. À 2 reprises, des inconnus ont tenté de s'introduire dans la clinique. Une fois, le gardien n'est pas venu prendre sa relève. Il a été retrouvé plus tard inconscient dans un parking. La police a conclu à un coup de chaleur. Suite à cela, l'ambassade d'Ukraine a obtenu l'installation d'un système de vidéosurveillance. Le véritable tournant a eu lieu à la mi-avril. Un ancien employé de la société chargé de la logistique de l'événement a contacté des journalistes de manière anonyme. Il a confirmé que dans la nuit du 9 mars, ils avaient reçu l'ordre de
se débarrasser du corps. Un homme vêtu d'une chemise noire, parlant anglais avec un accent allemand, leur a transmis les coordonnées et leur a donné pour instruction de transporter le corps dans le désert sans laisser de traces. Il a déclaré que la cérémonie avait été interrompue, que tout avait déjà brûlé et que cette personne était déjà décédée. Selon lui, la jeune femme était effectivement enveloppée dans un tissu épais. Cependant, lorsqu'un des chauffeurs a tenté de vérifier, elle a bougé. Les chauffeurs ont pris peur, ont abandonné le paquet et sont partis. C'est ainsi que Maria s'est retrouvée à l'endroit où elle a été retrouvée plus tard par des ouvriers indiens. Cette information a complètement changé le cours de l'affaire. Il ne s'agissait plus simplement de violence ou de coups, mais d'une tentative de meurtre. Et même plus, d'un meurtre rituel. Maria a été la dernière à l'apprendre. On ne lui a pas donné de détails, par crainte pour son état. Mais lorsqu'on lui a finalement permis d'écouter l'enregistrement de la déposition du chauffeur, elle s'est renfermée sur elle-même. Elle n'a pas parlé pendant 3 jours. Le 4e jour, elle s'est exprimée pour la première fois en ukrainien, alors que toutes les conversations précédentes s'étaient déroulées en russe ou en anglais. Ses premiers mots ont été « Tout ce que j'ai vu est vrai. Je ne me tairai plus ». Après la publication d'un témoignage anonyme sur la commande de l'élimination du corps, la situation autour de Maria Kovalchuk est devenue critique. Les médias locaux ont ignoré le sujet, mais la presse internationale, au contraire, s'en est emparée. Les chaînes de télévision polonaises, tchèques, allemandes et italiennes ont commencé à couvrir activement l'affaire de la mannequin ukrainienne qui, selon elle, a miraculeusement échappé à la mort lors d'une cérémonie rituelle réservée à quelques privilégiés. Des dizaines de discussions ont vu le jour sur YouTube et Reddit en anglais, et les blogueurs ont commencé à émettre des hypothèses sur l'identité de la personne que Maria aurait pu découvrir. Sous la pression de l'opinion publique, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a de nouveau demandé aux autorités des Émirats arabes unis d'autoriser l'évacuation de la citoyenne ukrainienne, invoquant une menace directe pour sa vie. Les autorités de Dubaï ont d'abord gardé le silence, puis ont poliment rejeté la demande, arguant que l'enquête n'était pas terminée, que l'affaire était sensible et que le statut de la victime n'était pas finalisé. En d'autres termes, Maria restait en résidence surveillée. Elle ne pouvait pas quitter la clinique sans autorisation. Ses déplacements étaient surveillés. Elle était sous surveillance. Au cours de la 4e nuit après le tollé, un événement a confirmé les pires craintes. Les caméras ont filmé un minibus blanc sans plaque d'immatriculation s'arrêtant près de la sortie de secours de la clinique vers 2 heures du matin. Sur la vidéo, on voit 2 hommes en gants et vêtus de noir. Ils se sont dirigés directement vers l'ascenseur, sont montés à l'étage souhaité, ont contourné le poste de sécurité. À ce moment-là, le gardien était sorti pour fumer et se sont dirigés vers la chambre de Maria. Tout aurait pu se terminer cette nuit-là. Cependant, le détecteur de mouvement installé auparavant par les représentants du consulat ukrainien s'est déclenché. L'alarme s'est déclenchée, les portes se sont verrouillées et le personnel a appelé la police. Les hommes ont pris la fuite sans avoir pu accomplir leur mission. L'un d'eux a laissé tomber un objet métallique en tombant, probablement une seringue contenant un puissant neuroparalysant. Il n'y avait aucune empreinte. Après cela, il était clair qu'il ne fallait plus attendre. La menace était réelle. Et Maria n'était plus seulement un témoin, mais la clé de quelque chose de bien plus dangereux. 2 jours plus tard, elle a été secrètement emmenée de la clinique, sous bonne garde, sans aucun commentaire officiel. Officiellement, il s'agissait d'un transfert vers un établissement médical européen. En réalité, il s'agissait d'une évacuation d'urgence. 1 semaine plus tard, elle se retrouvait dans une clinique en Pologne, sous la protection des services secrets ukrainiens et polonais. C'est seulement là qu'elle a tout raconté pour la première fois, sans rien omettre. Selon ses dires, la fête avait eu lieu dans une villa privée dans le désert, à environ 40 minutes en voiture du centre de Dubaï. L'endroit était éclairé par des torches
et entourée de gardes armés. Il y avait plusieurs dizaines d'invités, principalement des hommes vêtus de blanc. Elle a été conduite dans une salle qui ressemblait à un théâtre. Une scène, un rideau, un podium. Les jeunes femmes étaient amenées une par une. Certaines disparaissaient derrière la porte, d'autres revenaient en larmes. Puis les lumières se sont éteintes. Le rituel a commencé. Silence. 3 hommes masqués sont apparus. Ils ne parlaient pas. Ils passaient simplement leurs mains sur les corps, comme s'ils vérifiaient quelque chose. Lorsqu'ils sont arrivés à elle, ils se sont arrêtés. L'un d'eux s'est penché et a murmuré quelque chose à l'oreille d'un autre. Puis, ils l'ont frappée. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, ils l'ont étranglée. Elle s'est réveillée dans l'ombre derrière la salle. Le chauffeur criait quelque chose. Une autre jeune fille pleurait. Le feu s'éteignait. Le soleil se levait. La voiture roulait à toute vitesse sur le sable. Puis, l'obscurité. Maria a signé une déclaration pour l'ouverture d'une enquête pénale internationale. Son témoignage a servi de base à une demande adressée à Interpol. Mais l'affaire en est restée là. L'enquête aux Émirats arabes unis a été suspendue de manière inattendue. Le tribunal n'a officiellement trouvé aucun élément constitutif d'un crime dans les actions de personnes spécifiques. Il a été indiqué absence de preuves suffisantes, impossibilité d'identifier les coupables et insuffisance des témoignages. Aucun suspect n'a été arrêté. Selon les informations disponibles, tous les invités à la fête ont quitté le pays dans les 24 heures qui ont suivi l'incident. En mai 2025, l'affaire a été officiellement classée. Maria reste en Europe sous protection. Elle ne donne pas d'interview. Elle ne publie pas de photos. On sait seulement qu'elle a changé de nom, de documents et de pays de résidence. Aujourd'hui, d'autres prennent la parole pour elle. Des défenseurs des droits humains, des journalistes, des personnes qui estiment que l'affaire Kovalchuk n'est pas un cas isolé, qu'il s'agit de la partie émergée de l'iceberg. Que les rituels, la magie noire et les spectacles sadiques lors de soirées privées ne sont pas des mythes, mais une réalité cachée derrière l'argent, les relations et la peur. L'affaire officielle est classée. Aucune accusation n'a été portée contre quiconque. Tous ceux qui auraient pu être impliqués dans la cérémonie rituelle ont quitté le pays. Les vidéos des caméras ont été détruites, les preuves n'ont pas été confirmées, les témoins ont disparu. Les canaux diplomatiques restent silencieux. Maria Kovalchuk est restée en vie. Aujourd'hui, elle est sous protection en Europe et vit sous un autre nom. Elle n'est pas revenue à la vie publique. Pas une seule interview, pas une seule apparition à la télévision. Seuls des détails fragmentaires sont transmis par ceux qui ont communiqué avec elle en privé. Qu'est-ce que c'était? Un rituel? Un divertissement extrême pour les riches? Ou une partie d'un système plus large dont on ne parle pas? Nous ne portons pas de jugement, mais nous posons des questions. Si vous souhaitez que de telles histoires soient entendues, veuillez aimer, partager la vidéo et écrire ce que vous en pensez. Car tant que nous gardons le silence, ces soirées continuent.